Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission « Il y a des moments où il faut rendre hommage aux grands hommes qui ont marqué leur temps en faisant de la politique ou en vivant tout simplement. L'homme qu'on va aujourd'hui célébrer, l'hommage sera rendu aujourd'hui à Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est président français qui a fait 2 mandats, 14 ans à la tête de la France. C'est lui qui a réduit mandature de 7 à 5 ans. C'est lui qui aimait l'Afrique et principalement la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir avec cette photo juste derrière moi, où il est avec Mzee Laurent-Désiré Kabila. Chirac, qui était au chevet de la RDC dans de moments difficiles, aujourd'hui, il est parti. La RDC lui rend un vibrant hommage. Joseph Kabila, très touché, a fait une grande déclaration pour témoigner de l'attachement qu'il avait pour ce président français. Comme quoi, tous les Blancs ne sont pas mauvais. Et aujourd'hui, nous allons avec l'homme qui a été aux côtés de Mzee Laurent-Désiré Kabila, de Joseph Kabila. Il est sénateur aujourd'hui, directeur des cabinets, vice-premier ministre Affaires étrangères, Cheikhou Kitundu est notre invité. Bienvenue, monsieur le sénateur. Merci. Alors, je suis très content, mais à la fois attristé pour faire cette émission avec vous. Content parce que nous allons parler d'un grand monsieur, un grand homme qui a marqué son temps, qui est parti hier à l'âge de 86 ans, Jacques Chirac, mais aussi triste parce que la vie est courte et que sur cette terre des hommes, à un moment donné, l'âge et la maladie peuvent l'emporter sur l'être humain que nous sommes. Alors, avec vous, nous allons essayer de rendre hommage à Chirac. Chirac qui est dans la lignée de ce qu'on peut appeler les plus grands présidents français, De Gaulle, Mitterrand, Pompidou et les autres qui lui ont succédé après, Hollande, Sarkozy et aujourd'hui Macron, mais Chirac et les 3 font partie de ces grands présidents de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps sur Chirac principalement, et puis on va remonter un peu dans le temps pour voir avec cette France, depuis la 5e République, tous ceux qui se sont succédés jusqu'à l'indépendance accordée aux pays africains, malgré que la France n'a pas colonisé la RDC, c'était plus la Belgique, mais la France a marqué de son empreinte ici, notamment en RDC. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de Jacques Chirac? En bref, on va reculer dans le temps. Ce qu'il faut dire de Jacques Chirac, c'est un grand président pour la France. Je pense que Jacques Chirac, il faut voir dans les 3 dimensions. D'abord, international, national par rapport à la France, et puis les rapports de Jacques Chirac avec la France, avec l'Afrique, et en même temps, effectivement, particulièrement, avec la République démocratique du Congo. C'est un grand président que la France vient de perdre aujourd'hui et qui a vraiment incarné la France. On va y revenir. Après De Gaulle, oui. Après De Gaulle, je pense qu'il y a François Mitterrand, et après François Mitterrand, il y a effectivement Jacques Chirac. Absolument. Alors, vous allez vous arrêter là parce que vous aurez tout le temps et tous les loisirs de parler en profondeur de Jacques Chirac, parce que cette émission lui est consacrée, principalement ici en RDC, où on a vu effectivement en Afrique du nord au sud, les hommages sont unanimes qu'on a rendus donc à Jacques Chirac, l'Africain, l'homme qui savait parler avec son cœur, l'homme qui a dit non aux Américains par rapport à cette guerre en Irak, l'homme qui a créé en France l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, etc. Alors, parlons un tout petit peu de la 5e République en France, parce que la France, c'est aussi, après la Deuxième Guerre mondiale,
ce président qui a résisté contre l'occupation allemande, le général de Gaulle. Depuis Londres, il a fait son appel et puis il est revenu en France et il a fondé la République avec une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui fait de Gaulle le fondateur, le réformateur de la Ve République? D'où Jacques Chirac, qu'on parlera tout à l'heure, se réclame. Fondateur de la Ve République, parce que justement, Charles de Gaulle a tiré les méfaits de la Quatrième République. C'est ce qu'il considérait comme une cabégie, n'est-ce pas, de la part des partis politiques qui étaient la cause de l'instabilité gouvernementale en France. C'est pour combattre cette instabilité que de Gaulle a voulu modifier la constitution de la France. Et donc, de 1958 non, déjà la constitution de 1962. 62, oui. Et maintenant, en 62, il fallait absolument intervenir pour supprimer cette république qui était dominée par les partis politiques, la cause de l'instabilité gouvernementale permanente. Alors, pour cette raison, pour mettre fin à cette instabilité, il fallait un homme, il fallait des institutions qui confèrent à une personnalité qui puisse incarner la France et en même temps être la cause de la stabilisation institutionnelle dans la République française. Donc, autrement dit, de Gaulle voulait instaurer une nouvelle République et qui allait remplacer la Quatrième République. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, nous étions dans un régime parlementaire classique, régime parlementaire effectivement qui est dominé par un gouvernement responsable devant l'Assemblée. Et quand on dit devant l'Assemblée, effectivement, c'est la domination des formations politiques. Alors, le président du Conseil de l'époque, le président de la République de l'époque, n'avait pas autant de pouvoir pour permettre d'incarner la France, pour permettre de stabiliser institutionnellement la France. C'est pour cette raison que de Gaulle a initié l'adoption d'une nouvelle constitution, qui est aujourd'hui la constitution de 1958, et particulièrement permettre à ce que le chef de l'État soit élu au suffrage universel direct. Et en ce moment-là, le président de la République aura une forte légitimité populaire qui lui permet, en ce moment-là, de s'imposer avec des pouvoirs propres pour incarner la France sur le plan institutionnel et stabiliser les institutions. C'est pour cette raison qu'il y a eu un comité constitutionnel qui s'est mis à préparer la nouvelle constitution. C'est la constitution qui est actuellement en vigueur, la constitution de 1958, qui fait de la France aujourd'hui un régime parlementaire. Je crois que là aussi, il y a un problème. Est-ce que s'agit-il d'un régime parlementaire classique? Maurice Duverger, par exemple, dit que non, c'est peut-être un régime semi-présidentiel. Parce que, contrairement à d'autres régimes parlementaires, il y a une spécificité en France, c'est le rôle joué par le président de la République, qui non seulement a des pouvoirs classiques par rapport aux autres chefs d'État des régimes parlementaires, mais une spécificité vraiment en France où le président de la République est le garant de la nation, celui qui est chargé de garantir la continuité de l'État, de garantir l'indépendance de la France. Et l'article 5 d'ailleurs de la Constitution française, qui est d'ailleurs le pendant chez nous, l'article 69, confère de pouvoirs propres au président de la République. C'est lui qui a la capacité de déclarer la guerre, de déclencher l'arme atomique. Nucléaire, oui. Donc, il a des responsabilités importantes sur le plan, non seulement sur le plan de la défense, mais aussi sur le plan des relations extérieures. Alors, c'est ça qui fait la spécificité de la France. Et on a cru que cette constitution
n'allait pas être durable, mais vous avez constaté aujourd'hui que malgré toutes les prédictions qui ont été données, cette constitution a survécu à tous les changements qui ont eu lieu en France jusqu'à la cohabitation. On n'avait pas prévu la cohabitation au moment de la rédaction, encore que ça a été abordé. On a considéré que c'était une hypothèse qui était difficilement réalisable, mais finalement, parce que à l'époque, Charles de Gaulle était vraiment, sur le plan historique, avait une légitimité suffisamment forte, et en même temps, il était difficile de prévoir la discordance entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle, et ce qui fait qu'on a considéré que cette constitution allait être une constitution qui allait être durable, et que l'hypothèse de la cohabitation était plutôt une hypothèse d'école. Bon, mais malgré ça, comme vous l'avez remarqué, la cohabitation a quand même eu lieu, et malgré la cohabitation, à 3 reprises, malgré la cohabitation, la Constitution demeure. Et on reviendra là-dessus par rapport à la discussion, c'est-à-dire que le même texte peut être interprété de différentes manières. Mais ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la Constitution française, c'est que lorsque les deux majorités sont concordantes, le problème ne se pose pas. Et là, le président de la République est vraiment la clé de voûte des institutions. C'est la pierre angulaire de l'institution. C'est lui qui mène la barque. C'est le président, le capitaine. Ce n'est pas le président arbitre, mais c'est le président capitaine, c'est lui qui mène la barque, qui conduit la France. Alors, mais par contre, lorsqu'il y a discordance entre les deux majorités, alors c'est là que le problème se pose. On a cru à un certain moment que bon, il fallait par la suite modifier la Constitution, mais la discordance entre les deux majorités n'a pas été préjudiciable pour la bonne marche de la Constitution. Alors, il faut qu'on puisse, parce qu'on doit parler naturellement de l'histoire à la fois de la France, de Gaulle et surtout de Jacques Chirac, rappeler que c'est cette France qui a pu accorder l'indépendance aux pays africains de la zone francophone, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale. Nous, en RDC, on n'était pas sous la domination française, mais nous avons été quand même, directement ou indirectement, touchés par cela. Pourquoi Jacques Chirac, qui vient de nous quitter, se réclame du gaullisme? Le gaullisme, au général de Gaulle, qui a refondé cette France que vous avez détaillée tout à l'heure sous forme des institutions. Pourquoi Chirac s'est toujours présenté comme étant l'héritier du général de Gaulle? Héritier du général de Gaulle parce que Jacques Chirac était gaulliste. Et d'ailleurs, il dit, sa référence est Charles de Gaulle et son mentor, c'était Georges Pompidou. Jacques Chirac a travaillé avec Pompidou, comme vous le savez. Pompidou, Premier ministre, lui, secrétaire d'État, puis ministre, puis même Premier ministre. Et Pompidou, de Gaulle ne l'avait pas choisi pour rien du tout, c'était un vrai gaulliste. Et Pompidou aussi était une personnalité importante pour la France dans la famille gaulliste, sauf que, contrairement à Jacques Chirac, à François Mitterrand ou même à De Gaulle, sur le plan extérieur, on n'a pas vu vraiment une action particulière, une action qui sort de l'ordinaire de la part de Georges Pompidou. Et c'est pour ça que Jacques Chirac se considère comme gaulliste, et vous verrez par la suite, lorsque Pompidou meurt, et qu'ensuite il est remplacé par Alain Poher. Alain Poher par l'intérim, puis après Giscard d'Estaing. Et puis Giscard d'Estaing. Alors, qui a fait de Giscard d'Estaing président de la République? Et c'est effectivement Jacques Chirac. Parce que là, il y a eu un conflit au sein de la famille gaulliste. Jacques Chirac s'est distancé de Chaban-Delmas, qui en principe aurait été le successeur naturel de Pompidou. Mais Jacques Chirac a plutôt opté pour Giscard d'Estaing. Et lorsque Giscard d'Estaing passe, c'est à Jacques Chirac qu'il fait appel pour occuper le poste de Premier ministre. Au fait, c'était un deal. C'est-à-dire qu'il a voulu faire passer Giscard d'Estaing, lui, allait devenir Premier ministre, mais ce qu'il a réclamé du président Giscard d'Estaing, c'est que le Premier ministre assume les prérogatives qui sont conférées par la Constitution.
Et c'est là qu'il faut bien comprendre effectivement justement, je vous la pose situation cette en France, parce que Oui. le Premier ministre est le chef de gouvernement. Comme dans notre cas ici. Comme dans notre cas, et ça c'est la Constitution congolaise et l'émanation de la Constitution française dans ses dispositions fondamentales, et Jacques Chirac voulait que, devenant Premier ministre, il assume toutes les prérogatives prévues par la Constitution. Alors comment Giscard d'Estaing s'était-il comporté, allez, on va dire un dictateur avec Jacques Chirac qui était un peu à l'étroit, frustré, et c'est pour ça qu'il est parti, qu'il a démissionné de ce gouvernement de Giscard d'Estaing, parce qu'il avait beaucoup d'ambition peut-être, Jacques Chirac. Est-ce que c'est Giscard d'Estaing qui n'a pas respecté la Constitution, ou c'est la peur de ce jeune bouillant qui était Jacques Chirac? Mais justement, ce que voulait Jacques Chirac, c'est au fait sa revendication, et l'on verra ensuite par la suite, à l'égard de Mitterrand, lorsqu'il y a eu cohabitation. En 86. Au fait, Jacques Chirac, effectivement, Giscard d'Estaing, il était un centriste. C'est un centriste conservateur qui est devenu président de la République. Donc, Giscard d'Estaing n'était pas un gaulliste. Alors, faisant des non-gaullistes président de la République, il voulait effectivement récupérer toutes les prérogatives qui sont dévolues au Premier ministre par la Constitution. Et c'est pour ça que je vous dis, la particularité de la Constitution française, c'est que il y a des pouvoirs qui sont propres au président de la République, mais le vrai responsable de la politique intérieure, encore que même sur le plan de la défense, la défense, le joue un rôle, oui. que dit la Constitution française, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Et c'est le Premier ministre qui conduit l'action gouvernementale. C'est ce que voulait Jacques Chirac. Donc, c'est comme si c'était tout en permettant l'arrivée des non-gaullistes au pouvoir, les gaullistes n'allaient pas nécessairement perdre le pouvoir. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est quand même une domination gaulliste. Et en même temps, en tant que Premier ministre, vu les prérogatives dévolues par la Constitution, il allait effectivement déterminer et conduire la politique de la nation. Mais, une fois arrivé au pouvoir, Giscard d'Estaing n'a pas respecté le deal avec Jacques Chirac. Avec Jacques Chirac. C'est là le problème. D'où la réunion au fort de Brégançon, en tête-à-tête. Et là qu'il y a eu vraiment une explication. Parce que lorsque Giscard d'Estaing passe président de la République, il a voulu rappeler Jacques Chirac à l'ordre, en disant voilà, c'est le président de la République, et au fait, tout est déterminé à l'Élysée, et le Premier ministre est là pour appliquer les grandes orientations déterminées par le chef de l'État. Et ça, c'est une interprétation de la Constitution. Cette interprétation, d'ailleurs, est-ce que c'était constitutionnel, le comportement de Giscard vis-à-vis de Chirac? Giscard d'Estaing, justement, c'est une interprétation présidentialiste de la Constitution française. Alors que Jacques Chirac, lui, voulait une interprétation parlementariste de la Constitution française. Parce qu'ils étaient majoritaires, les gaullistes, au Parlement. Effectivement. Et puis, il voulait rappeler à Giscard d'Estaing qu'il t'a fait roi. C'est ça aussi la question. Parce qu'il avait aussi trahi les gaullistes, il faut le rappeler, Jacques Chirac. Tout à fait. Oui. Alors, à partir du moment où il n'y a pas eu compromis au fort de Brégançon, Jacques Chirac a tiré les conséquences. Il a dit, bon, écoutez, puisque le président de la République ne veut pas me donner les moyens de ma mission, oui, je dois prendre congé. Et c'est comme ça que Jacques Chirac a démissionné. Et après avoir démissionné, il est revenu maintenant pour faire la politique. La politique, et puis réorganiser, à l'époque c'était l'UDR. Et c'est à ce moment-là que Jacques Chirac a donné naissance au RPR, donc le rassemblement. D'où lui-même il est devenu président. Voilà. Mais j'aimerais quand même savoir, si Giscard d'Estaing perd sa confiance, ou la confiance de Jacques Chirac, Chirac qui démissionne, et c'est Raymond Barre qui est nommé Premier ministre, un centriste aussi. Est-ce que l'échec de Giscard n'a pas commencé là? Parce que quand Chirac crée le RPR, on a vu tous les succès qu'il y a eu jusqu'à ce que Chirac gagne la mairie de Paris, et de la mairie de Paris, il est arrivé à l'Élysée. Mais au fait, ce que voulait prouver Jacques Chirac, c'est de montrer à Giscard d'Estaing qu'au fait, c'est lui qui détient le pouvoir au sein de la majorité, en tant que gaulliste. Oui. Et que ce sont les gaullistes qui détiennent le pouvoir en France. Et que par conséquent, il voulait rendre la monnaie de la même pièce à
Giscard d'Estaing en commençant à travailler pour reprendre le pouvoir, pour que les gaullistes reprennent le pouvoir. Alors effectivement, Giscard d'Estaing, à l'époque, pour compenser la perte d'une grande personnalité de la famille gaulliste, et la France, à ce moment-là, s'est trouvée devant des grandes difficultés sur le plan économique. Je me rappelle très bien, lorsque Giscard d'Estaing a cherché un oiseau rare. Et l'oiseau rare, c'était Raymond Barre. Raymond Barre, pour quelle raison ? Économiste. Oui, bon, sur le plan politique, Barre n'était pas un centriste plutôt. C'était plutôt un scientifique. Oui. Alors, Giscard d'Estaing fait appel à Raymond Barre. Et c'était un grand professeur d'économie politique. Et vous savez, il y a les 3 tomes d'économie politique de Raymond Barre. Ce jour-là, Giscard d'Estaing avait amené les 3 tomes sur le plateau de la télévision pour montrer que c'est le meilleur économiste. C'est un peu le Mabi Moulumba. Voilà. C'est le meilleur économiste de France qui va résoudre les problèmes. Oui. Mais c'est oublier que Raymond Barre n'était qu'un technocrate et que la politique se faisait ailleurs. Alors, pendant ce temps, Jacques Chirac était en train de travailler sur le terrain pour reconquérir d'abord le leadership de la majorité au sein de l'Assemblée, en remettant le parti gaulliste au devant de la scène. Et c'est comme ça que finalement, à un moment donné, il est devenu incontournable par rapport à la majorité. Et Jacques Chirac après... Alors comment Jacques Chirac arrive à faire échouer Giscard d'Estaing en 81 face à Mitterrand? Alors, face à Mitterrand, effectivement, Jacques Chirac, eh bien, c'est de bonne guerre. On lit quelque part que la victoire de Mitterrand, Chirac y est pour quelque chose. Mais effectivement, c'était le règlement de compte. Le seul moyen de faire chuter Giscard d'Estaing, c'était au moment des élections. Parce que pendant la mandature, ce n'était pas possible. Donc au moment des élections, il préférait que Mitterrand prenne le pouvoir, parce qu'à ce moment-là, les choses sont plus claires. Il y a droite contre la gauche, et à ce moment-là, ce serait même plus facile de combattre quelqu'un de la gauche plutôt que de combattre Giscard d'Estaing, qui était de la droite, même s'il était centriste. Et en plus, il y avait à l'époque l'épouvantail communiste. N'oubliez pas que François Mitterrand ne pouvait prendre le pouvoir qu'avec l'appui des communistes. Des communistes. Alors, les communistes à l'époque, c'était vraiment... Ils ont fait l'union de la gauche. Et l'union de la gauche. Oui. Or, les communistes, c'était vraiment l'épouvantail de la part de la droite, et que c'était plus facile en ce moment-là de brandir l'éventualité d'une domination communiste en France pour écarter un adversaire. Et c'est pour ça, effectivement, que finalement, Giscard a dû perdre les élections. Alors, on arrive en 86, Chirac, président du RPR, tout puissant maire de Paris, il cause ou il provoque la cohabitation lorsque la France, avec les difficultés économiques, etc., en 86, c'est la gauche qui perd l'Assemblée nationale et la majorité revient à la droite. Et la cohabitation, la première qui n'était pas prévue par la Constitution, c'est Jacques Chirac qui devient Premier ministre de François Mitterrand. Effectivement, parce que la gauche perd les élections législatives, c'est la droite qui gagne, et Jacques Chirac devient le leader de la majorité, et François Mitterrand n'avait pas le choix. Et effectivement, la Constitution française n'oblige pas le Premier ministre d'être nommé par le président de la République, c'est-à-dire que le chef de l'État a le libre choix du Premier ministre. Même si c'est la droite qui a gagné, lui, il est de gauche, il aurait pu prendre une personnalité de son choix. Mais la au sein réalité, de la droite majoritaire. Au sein de la majorité. Mais simplement, la réalité te contraignait de toute façon à prendre une personne qui incarne plus la majorité parlementaire, parce que sinon, alors, il y aura instabilité gouvernementale. Et c'est pour ça qu'effectivement... Est-ce que Jacques Chirac a bien joué cette première cohabitation avec François Mitterrand? On se rappelle quand même la première réunion, quand on a vu les membres du gouvernement sortir de l'Élysée, bouche cousue, c'était quand même tendu. D'un côté Mitterrand avec ses quelques ministres socialistes, et puis en face, les Charles Pasqua, les Pandro, tous ces gens de la droite qui incarnaient un peu, je dirais, la France forte, etc. Est-ce que ça s'est bien passé finalement, cette première cohabitation?
Alors, voilà, c'est là qu'il faut maintenant la réelle lecture de la Constitution française. Alors que sous De Gaulle, sous Pompidou et sous Giscard d'Estaing, c'était une interprétation, une lecture présidentialiste de la Constitution française. Et maintenant que la droite a gagné les législatives et que c'est le leader de la droite qui devient Premier ministre, beaucoup de gens ont découvert la Constitution française. C'est en ce moment-là qu'on a découvert que le Premier ministre était le chef de gouvernement. C'était le Premier ministre qui conduisait l'action gouvernementale. Et que, par conséquent, le président de la République n'était plus le capitaine quand il y avait concordance des majorités, parce que là, effectivement, les deux majorités sont discordantes. Ce qui fait que le président de la République est renvoyé à son rôle de garant de la nation, celui qui garantit l'indépendance et l'intégrité territoriale de la France, mais le président de la République n'a plus rien à voir avec la détermination de la politique gouvernementale. Et on a vu un Mitterrand, la politique de la nation. Un peu dépouillé de l'action, on va dire, au quotidien. Effectivement. Il gérait la diplomatie, et la défense. De la défense. Et voilà. Mais la détermination de la politique de la nation, c'était Jacques Chirac. C'est une affaire du gouvernement et à la tête, le chef du gouvernement. C'était cela. Alors, effectivement, mais Mitterrand avait très bien dit qu'il ne restera pas inerte. Et on l'a vu qu'il a refusé de signer certaines ordonnances. Qu'il ne restera pas inerte. Oui. Alors, Jacques Chirac, effectivement, en ce moment-là, avec le gouvernement, avait déterminé la politique de la nation et il voulait que la politique de la nation qu'il allait conduire ne puisse pas être perturbée par le président de la République. Bon. Mais, et c'est là les pouvoirs propres qui sont reconnus au président de la République. Hein. Le président de la République est celui qui veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et François Mitterrand avait très bien dit que, par exemple, il sera très regardant sur tout ce qui concerne les acquis sociaux en France. Et que, parce que vous savez, à l'époque, c'était... le travail, voilà, les c'était congés... à l'heure de Reagan et de Thatcher, la politique néolibérale. De productivisme. Voilà, et par conséquent, vu toutes les réformes qui ont été faites en 1981, les nationalisations... Alors, avec les thatcherismes voilà, en Grande-Bretagne. Effectivement. Oui. Alors là, Mitterrand était assez regardant en disant pas question de porter atteinte aux acquis sociaux. Et là, encore une fois, se basant sur l'article 5 de la Constitution qui prévoit que le président de la République veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Alors, c'est à partir de ce moment-là, oui. Et c'est vraiment très important, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, lorsque par la suite, parce que Jacques Chirac tenait compte au facteur temps, 5 ans c'est vite fait, et par conséquent, il fallait accélérer les réformes. Il fallait accélérer les réformes, et dans ces réformes-là, pour les accélérer, il a demandé, par une loi d'habilitation, de pouvoirs extraordinaires pour prendre par ordonnance certaines dispositions. Les ordonnances, c'est-à-dire pas une loi d'habilitation, le Parlement habilite le gouvernement à prendre ce qui est du domaine de la loi. Pas les 49.3. Voilà. Qui autorise, par exemple, là, le Premier ministre ou le président des travailleurs, sans passer par le Parlement. Le gouvernement a légiféré par ordonnance en ce moment-là. Oui. Alors, et parmi ces ordonnances, il y a celles que Mitterrand considérait comme portant atteinte aux acquis sociaux. Et c'est pour cette raison qu'il a refusé de signer les ordonnances. Et ça, c'est le premier accroc avec Jacques Chirac. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jacques Chirac? Vu que, à travers la loi d'habilitation, il ne pouvait pas, alors en ce moment-là, il a converti ce qu'il avait prévu par ordonnance en véritable loi votée par l'Assemblée nationale. Et en ce moment-là, Mitterrand ne pouvait plus s'opposer parce qu'une loi votée par les deux chambres doit être promulguée. Oui. Et en ce moment-là, Mitterrand il avait une compétence liée, il devait promulguer les lois. C'est la manière dont Jacques Chirac a usé pour contourner le comportement de Mitterrand,
qui refusaient de signer les ordonnances. Alors, de tous les présidents français, de Gaulle, allez, on va se limiter à François Mitterrand, plutôt à François Hollande, sans parler de Macron parce qu'il vient juste d'arriver. Quels sont selon vous ceux qui se sont plus intéressés au continent africain en bien? De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Giscard, Chirac et Hollande. On peut beau dire, mais en tout cas, Jacques Chirac se distingue. Pour De Gaulle, vous savez, pendant cette période-là, c'était l'Algérie, c'était la France-Afrique. Donc c'est tout à fait différent. Je crois qu'on n'a pas vu. De Gaulle était plus dominateur qu'autre chose. Tout à fait. Colonisateur, et puis il a donné parfois l'indépendance à contre-cœur. Même si contre tous ses adversaires, il a quand même accepté que l'Algérie ne soit pas française. De Gaulle a finalement accepté l'indépendance de l'Algérie, mais par la suite, on n'a pas vu De Gaulle jouer un rôle très particulier qui sort de l'ordinaire par rapport au continent africain. Quand un président de gauche comme Mitterrand est dépassé par Chirac, qui est de droite, en termes d'un sentiment d'empathie pour l'Afrique, c'est pas contradictoire? On aurait cru que Mitterrand allait être proche des Africains, socialistes, homme de gauche, qui aime la justice, etc. Il est un peu de l'international socialiste comme vous, mais pourquoi Chirac était devenu plus africain que Mitterrand? Bon, François Mitterrand, rappelez-vous la conférence de La Baule, je crois qu'il a 89. Conditionné l'appui aux pays africains par une conditionnalité en matière de droits de l'homme et de démocratie. Et donc là, il était assez regardant. Encore que, malgré ça, à travers son fils, il avait quand même une cellule africaine. Frédéric Mitterrand. Voilà, au sein de l'Élysée. Oui. Donc, mais alors qu'au début, François Mitterrand stigmatisait ce qu'on appelait à l'époque la France-Afrique, De Gaulle. Quand il est arrivé, je crois qu'il a continué dans la même veine. Malgré ça, il y a eu quand même certaines relations particulières. Papa m'a dit de son fils, beaucoup de relations un peu ambiguës. On a vu aussi des affaires, ce qui s'est passé. Du développement. Voilà, maintenant il y a des révélations qui sont faites sur la mort de Sankara, tout, quel rôle a joué la France sur ça. Bon, ça c'est tout à fait différent. Mais en tout cas, Jacques Chirac, ça a été tout à fait autre chose. Jacques Chirac, et c'est là que ces trois dimensions, sur le plan international. Il ne faut pas oublier que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, donc a un rôle international à jouer. Alors, là, par exemple, je ne vous coupe pas. On voit Jacques Chirac avec le président Kabila et Kofi Annan au milieu. Oui. Et il était si proche comme ça du continent africain, même au niveau des Nations Unies? Absolument. Vraiment une personnalité affable, très joviale, très affectueux à l'égard des Africains, vraiment. Et puis, c'était un grand ami à Kofi Annan aussi. Et on reviendra après sur le président Kabila. Oui. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait un grand attachement pour l'Afrique. Surtout, vous savez, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, a aussi un rôle particulier à ces niveaux-là par rapport à l'Afrique. Je vous rappelle que toutes les résolutions sur l'Afrique sont préparées d'abord par la France. Jusqu'aujourd'hui? Ah oui, même actuellement. C'est une tradition. Elle est d'abord préparée par la France et puis après se mettre aux autres. Oui. Donc la France a toujours eu un rôle très particulier pour le continent africain sur le plan international. Et bien entendu, sur le plan africain, il y a la francophonie. Il y a la francophonie qui permet à la France de jouer un rôle important. La francophonie, d'ailleurs, la base même de la francophonie, c'est d'abord l'Afrique. Et ça, c'est un rôle. Et puis en même temps, il y a des pays qui, par leur position particulière au sein du continent africain, appellent quand même une attention particulière de la France. Et notamment en ce qui concerne la République démocratique du Congo, mais en même temps aussi le précaré africain, particulièrement. Absolument. Alors, on se rappelle que Chirac était ami à Mobutu, ami à Bongo, ami à Houphouët-Boigny, à Yadema, à Sassou Nguesso.
est-ce que ces relations personnelles de Jacques Chirac avec les dirigeants africains, c'était des relations sincères ou c'était des relations, on va dire, d'intérêt? Par exemple, avec le roi Hassan II du Maroc, où on a vu les témoignages, même de son fils, par l'hommage qu'il vient de faire, pour dire, Chirac m'avait dit qu'il avait été l'ami personnel de mon père. Et quand on part en Côte d'Ivoire, au Fouet-de-Boigny, la même chose. Au Gabon, la même chose. Quand le président Sassou a fait un témoignage hier très vibrant, c'était son ami personnel, il avait un attachement sincère avec les pays africains. Est-ce que vous le sentez ça comme ça, Jacques Chirac? Oui, oui, tout à fait. Au fait, c'est l'attitude de beaucoup des pays occidentaux, et là, Jacques Chirac n'est pas sorti de l'ordinaire. Oui. C'est-à-dire, Jacques Chirac avait des relations avec les États et non avec les régimes. Pas les régimes. Pas les régimes, mais avec les États. C'est tout à fait clair. Alors, les personnalités qui incarnaient l'État, ce sont les chefs d'État. Oui. Et en ce moment-là, et puis là, ils mettaient l'accent, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en politique, il n'y a pas de sentiments, ce sont des intérêts. Oui. Alors, les intérêts de la France coïncidaient avec les relations avec les chefs d'État des États africains. Donc, c'était des relations au niveau des États et non pas par rapport au régime. Alors, en 89, Jacques Chirac disait le multipartisme, c'est pas fait pour les pays africains. Alors ça confirme ce que je viens de dire. Avait-il raison ou tort? Là, sur ce plan, il y avait tort. Il y avait deux bourdes comme ça que Jacques Chirac sorti. D'abord, ce qui concerne le multipartisme. Oui. Et puis il a dit même que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Oui. C'est à peu près, vous verrez après. Est-ce que ce n'est pas le côté cafouillage qui ne voulait pas, les côtés, ce qu'on voit, libertinage un peu, ça va dans tous les sens. C'est ce que j'ai dit. Ça perturbe un peu l'ordre. Pour Jacques Chirac, ce n'était pas les régimes qui le concernaient, c'est plutôt les relations au niveau étatique. C'était particulièrement ça. Mais en même temps, Jacques Chirac tenait compte, et ça c'est l'instinct gaulliste, de la défense de la souveraineté et de l'indépendance des États. Oui. Donc il tenait beaucoup à cela. C'est ce qui va se passer avec la République démocratique du Congo. Et rappelez-vous, lorsque M. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, effectivement, nous étions au sein de l'AFDEL, aidés par les pays limitrophes. Oui. Je crois que le président Laurent Désiré Kabila était encore une énigme, on ne le connaissait pas encore, oui. Mais après, Jacques Chirac a pu... Alors, comment ça s'est passé? On voit là le président Laurent Désiré Kabila avec Jacques Chirac. Oui. Vous étiez vraiment le très proche collaborateur de Laurent Désiré Kabila. Le premier contact avec Jacques Chirac, ça s'est passé comment? Et comment Jacques Chirac a adopté Mouzé? Le premier contact, au fait, je n'étais pas à Paris pendant ce temps-là. Oui. Je crois que j'étais encore ambassadeur itinérant, oui. Et j'avais une autre mission. Mais ce contact s'est fait comment? D'abord, il y a eu des missions qui ont été effectuées à Paris et à l'Élysée, particulièrement avec le conseiller Afrique, je crois qu'il était Dupuche à l'époque. Je me suis rendu d'ailleurs avec l'ancien ministre Sakombi. Et même Atou Boyamba ici était accompagné de Dominique Sakombi. Oui. Et nous, on est allé à plusieurs reprises pour essayer de préparer cette rencontre avec le président Jacques Chirac. Il a fait quelques dossiers qu'il fallait au préalable régler et nous avons pu le faire. Et c'est après cela, effectivement, que ce contact a eu lieu. Pour quelle raison? C'est parce qu'au début, le retournement de la situation en RDC. À l'époque, comme vous savez, c'était agression. Était proche de Mobutu. Oui, tout à fait. Et il y a eu la guerre aussi réaliste. du Rwandais. Mobutu finissant, oui. D'abord par la maladie et tout. Je crois que vous avez vu, la situation s'est dégradée en République démocratique du Congo. Oui. Et il fallait tourner la page. Alors, après, quand M. Laurent Désiré Kabila arrive, au début, rappelez-vous, avec l'opération turquoise, dont la France était derrière. Voilà, le conflit entre le Rwanda et la France par la suite, ça ne pouvait pas permettre immédiatement un contact avec la France. Mais par la suite, le retournement de la situation, surtout l'agression de ces trois pays contre la République démocratique du Congo. En 98. Là, nécessairement, la France ne pouvait plus rester indifférente. Et vu son rôle aussi au Conseil de sécurité, vu aussi le fait que, la situation avait complètement changé, et le fait aussi, l'acte posé par M. Laurent Désiré Kabila, de donner à ce qu'on a appelé
les Nations Unies avaient appelé les troupes non invitées, au fait les troupes agresseurs, leur avaient donné 24 heures pour quitter la République démocratique du Congo. Je crois que c'est des éléments qui ont permis un revirement de l'attitude française en République démocratique du Congo. Était positif, de votre point de vue? Avec Jacques Chirac? Oui, bien entendu. Entre Mouzé et Jacques Chirac. Mais bien sûr, parce que après, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, pour sceller cette relation entre Laurent Désiré Kabila et Jacques Chirac, et particulièrement avec la France, Jacques Chirac avait invité le président Laurent Désiré Kabila à la conférence France-Afrique qui se tenait à Yaoundé. Et moi, j'ai précédé le président de la République pour préparer son arrivée. D'abord, il y avait une réunion ministérielle avant le sommet de chef d'État. Et c'est lors de ce sommet que Jacques Chirac voulait montrer effectivement que il attachait une grande importance à la République démocratique du Congo et qu'il ne pouvait pas supporter l'agression dont notre pays était l'objet et voulait susciter une solidarité de tous les pays africains, parce que la France-Afrique, c'était l'Afrique et la France, et c'était un mini-sommet, même pas un mini-sommet, mais en tout cas, tous les chefs d'État africains étaient là. Par conséquent, c'était un moyen de replacer Laurent Désiré Kabila dans le concert des Nations, à commencer par et c'était à l'initiative de Jacques Chirac. À l'initiative de Jacques Chirac. Et c'est comme ça. Donc et là, l'irréparable est arrivé. Vous étiez en équipe d'avance. À l'équipe d'avance, d'où vous comprenez ma peine aujourd'hui. Oui. Parce que, avec toute modestie, tout ministre des Affaires étrangères que j'étais, il s'est créé un rapport vraiment très personnalisé entre Jacques Chirac et moi-même. Et vous avez mis la cravate pour cela. Le président de la République. Qui vous a annoncé la mort de Laurent Désiré Kabila? Effectivement, c'est Jacques Chirac. Et moi, personnellement, c'est Jacques Chirac qui est venu me dire. Et parce qu'en pleine réunion, la nouvelle est arrivée. On était en train de préparer justement... Donc au niveau ministériel, avec des chefs d'État qui étaient déjà là. Voilà, effectivement, avec Jacques Chirac. Et puis c'est là que Jacques Chirac est venu m'annoncer. Et lui, Michel Autier, m'avait téléphoné pour me dire non, le président Laurent Désiré Kabila venait d'être... Alors, l'irréparable arrive, Mouzé est assassiné. En 2001, Joseph Kabila, son fils, prend le pouvoir et à la tête du Congo. Comment expliquer l'adoption de Jacques Chirac? On voit sur cette photo beaucoup d'empathie, de tendresse et de respect vis-à-vis de Laurent, plutôt de Joseph Kabila, par Jacques Chirac. Voilà. Alors autant, pour me dire Laurent Désiré Kabila, les conditions de son accession au pouvoir, c'était une personnalité qui n'était pas reconnue sur le plan international tout. C'était une énigme. Donc il fallait du temps pour connaître la personnalité. Avec Joseph Kabila, c'était à peu près la même chose. Rappelez-vous, voilà, il est trop jeune, il est ceci, tout. Mais les gens oubliaient qu'avant d'être président de la République, le chef de l'État était déjà un grand responsable des forces armées congolaises. Oui, donc chef d'état-major forces terrestres, et chef d'état-major tout court. Il ne sortait pas de rien. Par conséquent, donc il fallait maintenant, c'est comme un test d'abord, et puis chaque fois, c'est après des entretiens, discussions sur le grand problème de l'heure, à la fois sur le plan national et sur le plan international, qu'on découvre la personne. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'après cet entretien, il y a eu... Le président Kabila a rendu un hommage vibrant hier à Jacques Chirac, et il dit que on perd un grand homme à qui il a expliqué pour la première fois la cause congolaise, l'agression par rapport au Congo, et Jacques Chirac a adopté cela, a compris cela, contrairement à beaucoup de dirigeants. Tout à fait. Alors, c'est que M. Laurent Désiré Kabila n'a pas pu faire. Parce qu'imaginez, si M. Laurent Désiré Kabila était allé à la conférence à Yaoundé, je crois que le cours de l'histoire eût été peut-être différent. Mais, malgré ça, on ne peut même pas regretter, parce qu'après, lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir et qu'il rencontre Jacques Chirac, et Jacques Chirac c'était un homme des dossiers, c'est-à-dire avant de rencontrer quelqu'un, il a pris connaissance. Il avait la fiche d'abord. Il avait les fiches avec lui, il connaissait tout dans les petits détails. Donc après cette rencontre, effectivement, Jacques Chirac fait arriver à la conclusion qu'il avait en face de lui un homme d'État avec lequel on peut traiter. Et l'homme des dossiers qui maîtrisait la sécurité du Congo. La sécurité du Congo, et qu'on pouvait lui faire confiance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu ce déclic. Et après, vous avez vu, le président de la République avait accordé
à l'international une très grande importance pour maintenant aller expliquer. C'est là où il a dit j'irai partout, on parle de la paix. De la paix en ce qui concerne la RDC. Hein, où l'on parle de la paix, où l'on peut parler de la paix pour que la paix revienne. Et à ce moment-là, le pays était encore divisé. Il fallait réunifier le pays. Et par conséquent, il faut plaider pour la réunification du pays, parce que c'était le seul moyen de reconstruire la République démocratique. Moi, je l'ai vécu personnellement à Paris lorsque vous veniez avec le président Kabila. Vous étiez à l'époque son ambassadeur itinérant, puis directeur des cabinets, etc. À New York, je vous ai vu avec Jacques Chirac en toute confiance. Tout à fait. De bonne humeur. Ouais. Comment il expliquait la cause congolaise auprès d'autres chefs d'État, auprès des Nations Unies, etc. Jacques Chirac. La défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour Jacques Chirac, c'était quelque chose de vraiment sacré. Hein? Vraiment, pour Jacques Chirac, attachait une très grande importance là-dessus, et tous ceux qui avaient des velléités, justement, d'attenter à ces grands principes, et là, c'est encore une fois le réflexe gaullien. C'est pour ça que la RDC aujourd'hui doit partager cette douleur dans la perte de Jacques Chirac aujourd'hui, et lui rendre hommage. Parce que c'est avec Jacques Chirac que nous avons pu faire reconnaître au niveau du Conseil de sécurité l'agression de la République démocratique du Congo. Vous voyez, à l'époque, on considérait ce qui s'est passé en RDC comme une agression, une situation congolo-congolaise. Exactement, comme si c'était une guerre civile. Oui. Voilà ce qui était dit. C'est une guerre civile et que ça n'avait aucune implication sur le plan international. Alors, finalement, sous la pression de la France, hein, malgré l'opposition des anglo-saxons, on a pu reconnaître, et par une formule assez diplomatique, le retrait des troupes non invitées. On a considéré les agresseurs, pour ne pas le marquer lors de la résolution, on a obtenu le retrait des forces non invitées. Et c'est là où les Rwandais sont partis, les Angolais, effectivement, et puis les autres. Été obligé. Alors, chez Okitundu, c'est très important parce que ceux qui nous suivent comprennent maintenant l'hommage qui est rendu aujourd'hui à Jacques Chirac. Et Chirac et Mugabe font partie de ces dirigeants, l'un de la SADC du continent africain, l'autre européen, qui ont permis que ce pays soit uni. Tout à fait. Artémis, c'est quand même la France. Exactement. L'Artémis, et puis encore une fois, là, c'est ça. Pour maintenir l'intégrité de la République démocratique du Congo, pour empêcher que notre indépendance soit atteinte par les forces extérieures, ou même les forces internes aidées par les forces extérieures, il fallait faire quelque chose. Alors là, encore une fois, la France a joué un rôle, parce que c'était la première mission européenne, l'opération Artémis. La première opération européenne en dehors du continent. Et la force, la colonne vertébrale de cette force, c'était justement l'armée française. Et c'est l'armée française qui a joué un rôle important. Et comme vous avez vu, et là, comme d'habitude, Jacques Chirac tenait chaque fois que le déploiement de forces françaises soit légitimé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette force... C'est un peu comme ce qu'il avait refusé par rapport à la guerre en Irak. Exactement. Et là, il attachait beaucoup d'importance au multipartisme, au multilatéralisme. Alors c'est dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies que l'opération a été déployée, avec un grand succès d'ailleurs. Alors on ne comprend pas pourquoi ce mandat offensif qui a été confié par la Artémis, on ne l'a pas confié à la MONUSCO, qui est en ce moment-là. Donc c'est ça aussi la grande contradiction. Donc l'opération Artémis, par rapport à ce qui se passait à l'Est, la République démocratique du Congo, après le retrait de troupes étrangères, à travers la résolution, encore une fois, du Conseil de sécurité, la France a joué un rôle déterminant au Conseil de sécurité, parce qu'au Conseil, c'est cela. Il y a le P3, donc la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, d'un côté, et puis la Chine et la Russie de l'autre. Chaque fois, lorsque la France, par réflexe gaulliste, était du côté de la Russie et de la Chine, notre cause était mieux défendue au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qui s'est passé. Donc vraiment la France nous a beaucoup défendu et nous a fait échapper beaucoup de catastrophes. Effectivement. Donc la France a joué un très grand rôle au sein du Conseil de sécurité et ça a continué d'ailleurs. D'ailleurs avec Jean-David Lévite, qui était le représentant permanent de la France, nous avons travaillé de concert.
à travers les conseils, la manière d'évoluer au sein du Conseil de sécurité pour mieux défendre la cause de la RDC. Donc, cette résolution demandant aux troupes non invitées de se retirer a été déterminante par la suite. Et c'est d'ailleurs aussi à cause de cette résolution que finalement l'Ouganda a été condamné à la Cour internationale de justice. Et ça, on ne le dira jamais assez. Alors, parlons un tout petit peu, parce qu'on est limité par le temps. Chirac est parti. Mais Chirac, c'est quand même l'homme qui a reconnu le rôle néfaste de la France dans l'Holocauste. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la fameuse, les rafles de Valdiv. Tout à fait. Alors là, encore une fois, c'était un acte important. Vous voyez, le débat en France sur la repentance, tout ça, les méfaits de la colonisation, tout. Mais Jacques Chirac a été le premier président à reconnaître la responsabilité de la France par rapport à ce qui s'est passé à la communauté juive, donc à Valdiv. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, et ça, ça joue aussi pour notre pays, la responsabilité de la France. La France en tant qu'État, mais non pas en tant que République. Là, donc il faisait la différence entre la République et le système qui gouverne. Effectivement. C'était Pétain, chef de l'État, qui était responsable de ce qui s'est passé en France. Pas la France. Et non pas la France républicaine. La nation française. La nation française, c'est tout à fait différent. Donc ça, c'est un élément important. Mais le simple fait qu'il ait reconnu cela est un élément important, parce que rappelez-vous, et c'est ce que j'ai toujours dit ici, à l'époque, quand comparaison n'est pas raison, mais vous pouvez voir, à l'époque, là, quand Pétain était chef de l'État, la République était représentée par De Gaulle depuis Londres. Oui. Donc la République française parlait depuis Londres. Mais à Paris, c'est l'État français qui gouvernait. Avec Pétain. Qui collaborait avec l'occupant. Et qui est parti à Vichy d'ailleurs plus tard. Donc c'est cet État français-là que Jacques Chirac a rendu responsable. Et c'est pour ça que nous, ici même, au niveau conceptuel, on doit aussi faire extrêmement attention. L'État français n'est pas l'État, n'est pas la République française. Tout comme ici en République démocratique du Congo, l'État congolais n'est pas nécessairement... Comme vous d'ailleurs, lorsque le Lumumba a été stoppé en 61, voilà. Eh bien, la République était en exil. En exil. Et en réalisant un peu l'histoire, vous constaterez que l'exil était à la fois interne et externe. Alors, en externe, c'était la diaspora, ceux qui militaient à l'extérieur, non seulement auprès de la société civile, d'autres par des forces armées depuis mais en même temps, il y a des gens qui ont bravé la dictature à l'intérieur du pays. Et Mouzé a ramené la République. Et alors, Laurent Désiré Kabila a justement porté l'estocade à la dictature, c'est ça le 17 mai, et en ce moment-là, on a permis ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps, on ne peut pas oublier le rôle joué par ceux qui ont bravé la dictature à l'intérieur du pays. Ça, c'est très important. Chirac, c'est également cet homme qui a dit « Notre maison brûle, on regarde ailleurs » par rapport à la transition ou plutôt au réchauffement climatique. C'est en Afrique du Sud. Tout à fait. Et c'était un visionnaire. Rappelez-vous. Aujourd'hui, toutes les conséquences qu'on voit. En 2002. Oui. En 2002. Et oui. Puis voilà, 2002 à aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe actuellement. Quand on voit la banquise, quand on voit les inondations, c'est effectivement Jacques Chirac qui était visionnaire. Et là, encore une fois, vous remarquerez qu'il y a quand même des nuances, si pas une grande opposition entre certaines puissances occidentales qui ne veulent pas reconnaître ce qui se passe actuellement au niveau du dérèglement les États-Unis avec Trump, principalement. Climatique, oui. Alors que tous les scientifiques reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un réchauffement climatique. Et voilà, et le réchauffement climatique est devenu aussi une préoccupation principale, sinon prioritaire pour le monde. Chirac, c'est aussi, et ça vous tient beaucoup à cœur, la laïcité. Effectivement. L'État doit être en dehors des confessions, des religions, des croyances. Quand on voit par exemple dans certains pays comme chez nous ici, on commence des manifestations officielles avec des prières. Oui. Il faut séparer l'État avec les religions. Depuis 1901, en France par exemple, il y a une loi, mais c'est aussi d'application dans des républiques comme la nôtre. 1905, effectivement. 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Oui, oui. Et là, il faut bien comprendre, parce que les gens confondent bien la laïcité avec l'athéisme et tout ça. Non, pas du tout. La laïcité, c'est ce qui permet à toutes les confessions de vivre ensemble, sans porter atteinte
aux intérêts de l'une ou l'autre confession. C'est justement ça. La laïcité donne la possibilité à une personne d'exprimer ses convictions, d'exprimer ses croyances. Donc c'est la liberté de conscience qui est fondamentale. C'est vraiment très important. Et puis, c'est ce que Victor Hugo disait, l'État chez lui, l'Église chez elle, l'État de son côté. Donc c'est vraiment très important. À César ce qui est à César. À César ce qui est à César. Oui. Donc c'est vraiment important qu'on comprenne, et la République démocratique du Congo est un État laïque, il faudrait que on tienne compte de cela. Mais est-ce que cette réforme, vous allez la porter? Vous êtes quand même sénateur aujourd'hui, très bien élu. Est-ce que vous allez un jour proposer à l'Assemblée de séparer nettement notre forme de l'État, cette croyance à un État laïque, avec les croyances qu'on a tendance à confondre un tout petit peu avec cette religiosité qui s'installe dans la vue politique dans notre pays? Oui, le regain de religiosité, il faut prendre acte parce que, comme je dis, la laïcité défend la liberté de conscience. Oui. Donc on ne peut pas interdire à quelqu'un simplement d'être croyant. Oui. Voilà. Il ne faudrait pas que ces croyances portent atteinte aux autres libertés, aux droits des autres à croire ce qu'ils veulent. Autrement dit, même ceux qui ne croient pas en Dieu, vous devez les accepter. C'est ça, effectivement, la laïcité. Donc, la liberté de conscience, le fait que l'État ne se mêle pas de ce qui concerne de la vie des églises, la vie des églises, mais que l'Église non plus ne se mêle pas de la gouvernance de l'État. C'est qu'on a vu avec la SENCO ou d'autres confessions religieuses. Donc, c'est intolérable pour une république. Il faut aussi recadrer les choses dans cela, et ce qui fait que la Constitution de la République démocratique du Congo a reconnu que l'État congolais est laïque, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore légiféré sur la laïcité pour mieux expliciter c'est quoi ce concept de laïcité. Il faut qu'à ce moment qu'il comprenne. Donc, effectivement, nous avons là une obligation de prévoir, soit sous forme de projet de loi, soit sous une proposition de loi, sur la laïcité, à l'instar de ce qui s'est passé avec la loi de 1905 en France. Chez Oukitundu, est-ce qu'incontestablement, on peut dire que Jacques Chirac fut parti et fut l'un des présidents qui ont marqué la France en termes de personnalité, en termes de carrure internationale, en termes d'affectivité vis-à-vis de ces populations, parce qu'on le dirait, c'est l'homme de la fracture sociale, c'est l'homme aussi de l'ANPE, on l'a dit, mais aussi c'est l'homme de la taxe Chirac sur les transports. Qu'est-ce qui manque à la France d'aujourd'hui d'avoir les grands hommes comme Chirac, comme De Gaulle, comme Mitterrand? Et effectivement, c'est que ça va peut-être venir. Mais Jacques Chirac, c'est sur le plan international, c'est ça. C'est à l'époque De Gaulle a sorti la France de l'organisation intégrée de l'OTAN. Oui. Hein? C'était un acte... Il a même appelé l'ONU le machin. Un acte courageux, oui. Alors que, au fait, sans les États-Unis, peut-être que la France ne serait pas libérée. Oui. Mais malgré ça, la France a demandé son indépendance et sorti de l'organisation intégrée de l'OTAN. Bon, je crois que c'est Sarkozy qui l'a finalement remis. Oui. Ça, c'est un acte important. Alors, si, du côté de Jacques Chirac a dit non aux États-Unis par rapport... En Irak. En Irak. C'est des gestes extrêmement importants. Avec des villes ministres des Affaires étrangères. Et mettre en garde, là aussi c'est visionnaire, Jacques Chirac, mettre en garde sur les conséquences désastreuses. On a vu aujourd'hui, voilà. Jusqu'à tout ce qu'il a dit, c'est produit. En Libye, tout ce qui se passe. On ne verrait pas le Daesh aujourd'hui s'il n'y avait pas la guerre en Irak. Tout part de cette guerre en Irak. Et ça, c'est vraiment important. Et ce que les gens aussi oublient, Jacques Chirac avait des relations avec l'Irak aussi, parce que aussi des relations personnelles. Avec Saddam Hussein à l'époque. Même avec Saddam Hussein à l'époque, oui, c'était un pays grand producteur du pétrole. Oui. Et là, il y avait une belle coopération avec la France. Et à l'époque, d'ailleurs, Saddam Hussein était dans le Parti Baas. Et le Parti Baas organisait énormément de conférences en Irak. Et on invitait
toutes les formations politiques du monde entier, même au niveau de la jeunesse. Alors moi je me rappelle aussi, j'étais à une de ces conférences où même Jacques Chirac et les partis gaullistes, la jeunesse gaulliste étaient là, à Bagdad. Donc il y avait aussi cette relation-là. Donc ça c'est aussi un élément important sur le plan international. Et vous avez vu aussi la manière dont il s'est comporté quand il est arrivé en Israël. En Israël, voilà. Il s'est confronté à la police israélienne. C'est un élément important. Donc il y a des gestes comme ça sur le plan international. Très courageux. Qui sont très courageux. La même chose en ce qui concerne la RDC, ça c'est important. Mais en même temps, il y a de la part de Jacques Chirac, il ne faut pas oublier. Et je crois que si vous regardez la biographie de Jacques Chirac, tout le monde dit que pendant sa jeunesse, il était de gauche. Oui. Voilà, il était de gauche. Donc, il est parti aux États-Unis faire les études. Mais voilà. Et puis il est revenu, il est devenu gaulliste. Tout à fait, et de gaulliste, mais avec un cœur à gauche. Le fait d'avoir sorti cette affaire de fracture sociale, c'est vraiment avant les gilets jaunes. Ah, exactement. Et la fracture sociale, c'était quand même assez important, et ça, c'est sur le plan interne. C'est pour ça que Jacques Chirac est pleuré aujourd'hui par tout le monde, parce qu'à un moment donné, vraiment, je veux dire, toute proportion gardée. Jacques Chirac n'est pas de Gaulle, ça c'est tout à fait autre chose. Mais c'est Jacques Chirac. C'est vraiment dans la filiation. C'est la filiation gaulliste pour trouver une personnalité comme Jacques Chirac, un animal politique comme on n'a jamais vu. On le disait aussi machiavélique. Mais oui, rappelez-vous. L'homme de petits coups. Contre Giscard d'Estaing. Oui. Non seulement il a tout fait pour qu'il soit président, récupérer la majorité parlementaire et devenir même Premier ministre de Mitterrand, et même faire tout pour qu'on vote contre Giscard d'Estaing. Oui. Regardez cette étape de la mairie de Paris. Parce que pour le contrôle du pouvoir à l'intérieur du pays, Giscard d'Estaing voulait occuper la ville de Paris à travers Dornano. Oui. C'est Dornano qui était proposé comme maire de Paris. Mais Jacques Chirac, au départ, n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat. Il a été poussé pour y aller. Il est devenu candidat, c'est parce qu'il a vu dans la manœuvre qui de placer Paris contre la France. Et c'est comme ça qu'il s'est rentré, il est rentré dans la bataille. Et vous avez remarqué, il a dominé totalement cette élection à la mairie de Paris et a occupé la mairie de Paris. Et la mairie de Paris a été considérée comme une rampe de lancement pour l'Élysée. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vraiment un grand animal politique. Il est devenu président de la France. En tout cas, merci beaucoup, Cheikhou Kitundou. Cet hommage à Jacques Chirac, et vous le faites aussi bien parce que vous l'avez connu personnellement. Oui, mais il y avait quand même cet épisode au niveau de la francophonie. Oui. Une petite chose que vous devez savoir. Oui. À un moment donné, rappelez-vous, au niveau de la francophonie, Jacques Chirac avait promis à... Ah oui, à la RDC. Oui. Non, plutôt à... notre frère de Lopez. Oui, Henri Lopez. Voilà. C'est Lopez qui devait être secrétaire général de la francophonie. Voilà. Oui. Bon. Alors tout à l'heure, même à la conférence France-Afrique à Yaoundé, moi j'étais en train de discuter avec Jacques Chirac, Lopez et même le président Sassou. Tout était clair, c'est Lopez qui était préparé. Acquis. Bon. Et puis par la suite... À Beyrouth. Non, même avant d'aller à Beyrouth. Oui. Abdou Diouf s'est porté candidat. Alors, finalement, Jacques Chirac était très mal à l'aise entre les deux candidats. L'un, ancien chef d'État, et la francophonie, c'est quand même le sommet des chefs d'État. Oui. Comment prendre une personne qui n'est pas... L'autre était à l'UNESCO, je pense. À l'UNESCO, tout à fait. Ambassadeur en France. Et représentant à l'UNESCO. Oui. Alors, c'était ça le grand problème. Donc, tout d'un coup, Jacques Chirac, finalement, s'est rétracté et a opté simplement pour Abdou Diouf. C'est un super amitié, parce qu'il avait beaucoup d'attachement. Alors, on arrive à Beyrouth. Oui. Et là, le président Sassou voulait à tout prix comprendre pour quelle raison Jacques Chirac n'était plus clair dans cette affaire-là. Oui. Alors, on sortait d'une réunion, on était dans un bus qui nous ramenait à l'hôtel. Oui. Alors, le président Sassou est revenu sur cette affaire-là. Il a dit, mais écoutez, le problème de... Alors, il fallait voir ce jour-là. Je ne sais pas ce qui a pris Jacques Chirac. Oui. Mais écoutez, Denis, tu m'embêtes, tout ça, ce n'est pas normal, tout ça. Je t'ai déjà dit, on verra ça après. Alors, Jacques Chirac. Oui, le président Sassou n'a pas toléré du tout. Et on était avec le président Bongo. Oui. Et quand on est sorti,
Bongo, vous savez, c'est les relations familiales, vous savez, avec le président Sassou, oui. Il a convoqué une réunion exprès du pays de l'Afrique centrale pour qu'on regarde d'abord, parce que l'Afrique centrale était concernée, il fallait à tout prix que ce soit quelqu'un de l'Afrique centrale qui soit le secrétaire général de la francophonie. Et puis, bon, on a discuté, on a dit, bon, écoutez, cette fois-ci, il faut qu'on convoque Jacques Chirac et qu'il vienne nous expliquer. Vous avez convoqué Jacques Chirac. Et puis aussi qu'il s'explique sur son attitude à l'égard du président Sassou. Oh. Qui était d'ailleurs son ami. Absolument. Bon, alors on a tout boutiqué avec Idriss Déby, tout. Puis bon, finalement, on a demandé à Jacques Chirac de venir à cette rencontre-là. Alors tu vois, Jacques Chirac, c'est vraiment un chevronné. Oui. Il a compris que si le chef d'État de l'Afrique centrale l'appelle, c'est peut-être à cause de l'incident d'hier. Oui. Donc, voilà. Oui. Alors, il s'est bien préparé. Bon. Alors, tout le monde se préparait à l'affronter. À l'affronter. Oui. Et vraiment à stigmatiser d'abord son attitude dans le bus. Et en même temps, le fait d'opter pour Abdou Diouf au détriment d'Henri Lopez. Alors, quand on arrive, et Jacques Chirac, quand il est entré dans la salle, et il a trouvé tous les chefs d'État réunis. Alors, il arrive pour désarmer tout le monde. Oui. A dit, bon, écoutez, Denis, bon, je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier, je te présente mes excuses. Directement. Alors, finalement, c'était terminé, quoi. Donc, il a vite il a coupé donc l'herbe sous le pied. L'herbe sous le pied, et il a demandé des excuses, un entretien, tout, pour s'excuser pour cela, et puis il leur expliqué les raisons pour lesquelles... Donc, il savait être humain. Humain, effectivement. Humble, extraordinaire. Un petit détail, par exemple. Imaginez, avec toute la simplicité, toute modestie, mais quand moi j'arrivais à Paris, il s'est créé entre Jacques Chirac et Edi Angoulou, notre ambassadeur à Paris, des liens vraiment très particuliers. Un ambassadeur avec un chef d'État. Voilà. Mais ce n'est pas Edi Angoulou qui intéressait Jacques Chirac, c'est la République démocratique du Congo. C'est celui qui représente la République démocratique du Congo à l'ambassade de France. Mais Edi Angoulou avait un téléphone direct auprès de Jacques Chirac. Et moi, quand j'arrivais à Paris, on téléphonait à Jacques Chirac. Il prenait le téléphone. Et vous parlez avec nous. Et transmettre le message du président de la République. C'était extraordinaire. Pour vous dire que c'était quelqu'un d'assez particulier. Aujourd'hui, vraiment, on perd une grande personnalité, non seulement sur le plan international. Les Français eux-mêmes doivent pleurer un grand représentant de leur pays, mais en même temps, pour le continent. Écoutez, chacun a ses... C'est un humain. Oui, c'est un humain, a ses défauts. Jacques Chirac a commis certaines bourdes importantes, mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître son rôle majeur. Cette qualité de constituer un véritable homme d'État qui avait une stature internationale. Merci beaucoup. Et il nous salue, Jacques Chirac, quasi au soir de sa vie, juste à côté de sa fille Claude, que je connais. D'ailleurs, c'est son mari qui a annoncé la mort hier, le mari de Claude, pour signaler que le papa est parti sereinement en famille et on le salue là où il est chichi, c'est comme ça qu'on appelle en France. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas pour cette émission spéciale dédicacée, hommage à Jacques Chirac. Et je rappelle que le président honoraire Joseph Kabila a rendu un hommage vibrant à Jacques Chirac pour tout ce qu'il a pu faire pour notre pays et qu'il soit ainsi remercié pour l'éternité. À très bientôt. Merci. Merci. Messieurs le sénateur. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.